Il est 6h46. Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Des scènes de liesse, des jeunes qui descendent par centaines faire la fête dans les rues. C'était hier soir à Téhéran. Toute une partie de la population iranienne est soulagée ce matin après la signature de l'accord sur le nucléaire. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour Maxime. Vous êtes grand reporter à la rédaction d'Europe 1 et vous venez de passer plusieurs jours à Téhéran. Avec cet accord, l'Iran s'engage donc à ne pas fabriquer la bombe nucléaire. Et en échange, la communauté internationale accepte de lever progressivement l'embargo qui frappe le pays. Cet embargo, comment est-ce qu'il se traduit au quotidien pour les Iraniens ? Alors c'est paradoxal, mais il se traduit par le fait que vous devez vous promener en Iran avec des millions dans les poches. Ah oui, oui, des millions de rials, c'est la monnaie locale. En fait, elle ne vaut plus grand-chose à cause des sanctions économiques. Elle a perdu énormément de sa valeur. Pour vous donner une idée, 1 million de rials, c'est 35 euros environ. À tel point que les Iraniens utilisent même une autre unité de mesure. Ils appellent ça le toman. En fait, on enlève un zéro. Ça vaut 10 fois plus. C'est un peu comme chez nous quand on parlait des anciens et des nouveaux francs. On est obligé d'avoir du liquide et ces millions dans les poches parce que c'est impossible d'utiliser une carte bancaire en Iran pour payer quoi que ce soit. ça n'existe pas. Non, on peut tirer de l'argent, mais on ne peut pas payer. Et cette monnaie faible, ça donne des prix très élevés dans les magasins où on trouve quand même de tout. C'est pas ce qui manque sur les rayons. C'est surtout le prix de ce qu'on y trouve, la viande, le pain. Il y a des problèmes aussi d'approvisionnement de médicaments. Et donc, ce qui vraiment aujourd'hui asphyxie les Iraniens, c'est le coût de la vie. Et ça veut dire que toute l'économie iranienne marche au ralenti depuis des années ? Oui, à cause notamment des sanctions bancaires, beaucoup d'entreprises ont fermé parce qu'on ne peut pas faire de transactions avec l'étranger, on ne peut pas faire de transactions bancaires avec l'étranger. Et puis, ça se sent dès qu'on arrive en Iran, à l'aéroport de l'imam Khomeini de Téhéran. Quand on quitte l'aéroport, on peut voir dans un coin de l'aéroport une espèce de garage à avions dans un sale état, des avions désaffectés qu'on ne peut pas réparer parce qu'on ne peut pas importer de pièces de rechange d'avions. Ça va être un marché qui va s'ouvrir, un marché de l'aviation, une fois que les sanctions seront levés. Et puis quand on quitte l'aéroport, on voit aussi des piles de ponts en béton. C'est le métro en construction. Il y aura bientôt un métro entre l'aéroport et Téhéran. C'est le signe que ce pays a besoin d'infrastructures et de développement. Vu ce que vous décrivez, on comprend les scènes de liesse hier soir à Téhéran. C'est quoi ? C'est du soulagement ? Alors pas uniquement, c'est du soulagement de se dire que la vie quotidienne peut s'améliorer, mais c'est aussi de la joie ou de la fierté parce que les Iraniens sont des gens très fiers, il y a une fierté nationale très forte en Iran et ils ont le sentiment, en ayant réussi ces négociations, qu'ils ont prouvé qu'on pouvait s'asseoir à une table avec eux, qu'on pouvait discuter, arriver à résoudre un conflit de manière pacifique. Ils ont beaucoup souffert de l'iranophobie, d'être taxés d'axe du mal, alors qu'ils vous le disent, on est une civilisation plusieurs fois millénaire, on a une histoire très grande et on est un peuple qui a envie d'être inséré dans le concert des nations. Donc ce retour sur la scène internationale, c'est aussi quelque chose de très important pour les Iraniens. Et la levée des sanctions et de l'embargo, elle va être immédiate ? Alors non, ça va être progressif, ça devrait se faire à partir du début de l'année prochaine. Et puis surtout, toutes ces sanctions pourront être rétablies immédiatement si l'Iran ne respecte pas ses engagements. Si les négociations ont pris autant de temps, Xavier, c'est parce que toute une partie du pays ne voulait pas de ces négociations. La société iranienne est divisée encore aujourd'hui ? Alors de toute façon, c'est le guide suprême qui décide en Iran. Donc si le guide suprême dit on va négocier ou on va signer, ce sera fait. C'est pas la population qui décide. Ce qu'il y a, c'est que je vous ai parlé de cette population qui était soulagée, qui est fière, etc. Mais il y a aussi une partie de la population qui est encore conservatrice, qui est religieuse, qui vit encore dans la haine du grand Satan américain. J'étais à une manifestation vendredi dernier. C'était la journée de soutien au peuple palestinien. Et dans les rues de Téhéran, pendant que vous aviez des négociateurs à Vienne en train de parler avec des Américains, dans les rues de Téhéran, vous aviez des cris de mort à l'Amérique, des drapeaux américains qui étaient brûlés. Donc c'est ça aussi une partie de la population iranienne. Alors qu'hier, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, mais hier, les Iraniens ont pu suivre à la télé le discours de Barack Obama, ce qui était la deuxième fois, je crois, pour un président américain à la télévision iranienne en 36 ans, quelque chose comme ça. Question sur Twitter de French Fan Barça avec le hashtag un matin. À long terme, est-ce que l'on peut faire confiance à l'Iran en cas de changement de gouvernement ? Est-ce que l'accord sera revu et annulé ? La confiance, c'est toute la question. Une fois qu'on a signé, est-ce que chacun va respecter sa parole ? D'ailleurs, Barack Obama, dont on parlait tout à l'heure, l'a bien dit, c'est un accord qui est basé sur la vérification et pas sur la confiance. Les Occidentaux pensent qu'ils ont suffisamment de moyens de contrôle pour surveiller le programme nucléaire iranien. La question du gouvernement, elle se pose pour l'Iran, mais elle se pose aussi pour les États-Unis, parce que Barack Obama, en 2016, l'année prochaine, ne sera plus là. Il y aura un nouveau président, peut-être républicain, peut-être beaucoup plus conservateur, et qui pourrait aussi remettre en cause les accords. C'est un pays potentiellement riche, l'Iran ?
Ah oui, très riche parce que dans son sous-sol, il y a la 4e réserve mondiale de pétrole, la 2e réserve mondiale de gaz et que l'Iran a vu ses exportations diminuer à cause des sanctions économiques. Donc là, il va pouvoir multiplier, décupler ses exportations, donc évidemment récupérer de l'argent et puis récupérer aussi de l'argent qui était bloqué à l'étranger depuis des années à cause des sanctions. Et cet argent, on l'estime entre 100 et 150 milliards d'euros. Les entreprises françaises, elles vont pouvoir profiter de la manne iranienne? Ah oui, C'est prévu ça? Ah ben, elles le savent, elles se préparent, comme les entreprises américaines, allemandes, italiennes, depuis des mois, depuis qu'on sent que cet accord va être signé. Il y a un défilé, un débarquement d'entreprises occidentales en Iran, notamment des entreprises françaises. C'est un marché de 80 millions de consommateurs quand même qui va s'ouvrir, donc tout le monde est intéressé. Ces 3 derniers mois, il y a 25 entreprises du CAC 40 qui sont venues en Iran prendre la température, chercher des partenaires. Il y a des entreprises qui sont en train de se réinstaller, de chercher des locaux pour rouvrir en Iran. Et puis, les entreprises françaises étaient présentes avant en Iran. On peut voir encore dans les énormes embouteillages qu'il y a à Téhéran, parce que c'est une ville extrêmement embouteillée, on est souvent bloqué derrière des Peugeot, parce que Peugeot était très présent dans le pays. Ils vendaient jusqu'à 400 000 voitures par an. Et là, Peugeot a déjà prévu son retour en Iran. Merci beaucoup. Merci Xavier Yvon, grand reporter à Europe 1, je le rappelle, et vous rentrez de Téhéran. Merci à vous d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.